Il y a des choses que nous portons dans notre cœur si longtemps qu'elles deviennent une partie de nous, comme ces taches de vieillesse qui apparaissent sur notre peau. La différence, c'est que tout le monde peut voir les taches, mais ce que nous portons à l'intérieur est seul Dieu, et nous le savons. Je m'appelle Mathilde Girard, mais tout le monde à Moulinbourg, dans le Tarn, en Occitanie, me connaît comme Mademoiselle Tilly. J'ai maintenant 72 ans. Chaque ride raconte une histoire, certaines de joie, d'autres de douleur, que même le temps n'a pu effacer. Je vis encore dans la même maison où j'ai élevé mes 3 enfants dans le quartier Parc aux Chênes. Une maison simple aux murs jaunes décolorés, mais qui a vu tant de choses. Depuis la fenêtre de ma cuisine, je peux voir un coin du parc Chesterton où j'emmène mes petits-enfants jouer quand ils viennent. C'est un bel endroit maintenant. Mais c'était pas toujours comme ça. Cette ville a changé autant que moi. Avant de continuer cette histoire qui est restée enfermée dans mon cœur pendant plus de 60 ans, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. De quel coin de France êtes-vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Cette vieille grand-mère est curieuse de savoir jusqu'où ma voix parvient. Et si vous pouviez laisser un petit cœur, vous abonner à la chaîne, ce vieux cœur se réchaufferait de bonheur. Maintenant, revenons à l'histoire. Elle commence il y a bien longtemps, quand je n'avais que 12 ans. Dans les années 1960, Toulouse était déjà cette ville animée, mais nous vivions dans une zone où il y avait encore beaucoup de terrains vagues, de campagne. C'était à Moulinbourg, près de ce qui est maintenant le musée de la guerre civile. Mais à l'époque, ce n'était pas célèbre du tout. C'était un endroit simple où tout le monde se connaissait. Nous vivions dans une maison à 2 pièces, un salon qui devenait une chambre la nuit. Une petite cuisine. La salle de bain était dehors dans la cour. Comme beaucoup de maisons à l'époque, mon père, Jacques, travaillait dans une aciérie à proximité. Il partait avant l'aube, revenait après la tombée de la nuit. Ma mère, Dorothée, prenait du linge à laver. Nous étions pauvres, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table. J'avais 2 autres frères et sœurs, Antoine, 3 ans plus jeune que moi, Marie, notre petite, qui n'avait que 6 ans à ce moment-là, dans les maisons. Alors, le dimanche était sacré. C'était le seul jour où toute la famille pouvait être ensemble. Ma mère se levait tôt, commençait à préparer le dîner, haricots, riz, un peu de viande, quand nous pouvions nous le permettre, ce mélange de légumes qu'elle faisait si bien. L'odeur emplissait la maison. Feuillet, salivernos, bochas. Mais ce qui rendait le dimanche spécial, c'était quand la famille élargie venait, uncles, tantes, cousins. La table de la cuisine n'était pas assez grande, alors ils posaient une planche dessus, la couvraient d'une nappe en plastique fleuri, rassemblaient toutes les chaises de la maison. Quand même cela ne suffisait pas, nous nous asseyions sur des caisses en bois. C'est lors d'un de ces dimanches que le cousin Michel commença à venir plus souvent. Il était le fils aîné de mon oncle Arnaud, le frère de mon père. Michel avait environ 19 ans, travaillait en centre-ville dans un magasin de tissus, venait toujours bien habillé, sentant bon,
avec ses cheveux lissés en arrière, avec de la brillantine. Les filles du quartier avaient toutes les yeux sur lui. Je regardais aussi, bien sûr, avec cette admiration enfantine pour un adulte qui semble tout savoir au début. C'était juste une tape sur la tête, un compliment par-ci, par-là. Quelle jolie fille tu deviens, Tilly, disait-il. Et je devenais toute gênée à cet âge. Nous sommes comme ça. N'importe quel compliment nous fait sentir importante. Personne ne me complimentait jamais. Dans une maison pauvre, il n'y a pas beaucoup de temps pour ces choses-là. Je me souviens, comme si c'était hier, de ce dimanche de mars. Il faisait terriblement chaud, la table était pleine, même des gens que je ne connaissais pas bien venaient, des amis de mes oncles. Mon père avait acheté des bières. L'oncle Arnaud apporta une bouteille de whisky peu après le dîner. Les hommes étaient tout joyeux, parlaient fort, riaient de cette manière. Les femmes discutaient dans la cuisine en lavant la vaisselle. Les plus jeunes enfants jouaient sur le terrain, vague à côté de la maison. J'avais aidé à servir la table, comme toujours. J'étais fatiguée. Je suis allée dans la seule chambre de la maison pour me reposer un peu loin de tout ce bruit. C'était un espace étroit avec 2 lits. Un où dormaient mes parents, un autre que je partageais avec mes frères et sœurs. Les murs fins laissaient passer tout le bruit, mais au moins j'avais un moment de paix. Il ne s'était pas passé 5 minutes. La porte s'ouvrit. C'était Michel. Je te cherchais, petite cousine, dit-il, fermant la porte derrière lui. Je trouvais ça étrange, mais il était de la famille. Quel mal pouvait-il y avoir? Ils sont tous dehors, à boire, à parler. Personne ne va nous manquer, dit-il, s'asseyant au bord du lit. C'est alors que ça commença. D'abord, il demande à Onkeline, dit que j'étais sa cousine préférée, puis ses mains commencèrent à errer sur des endroits qui me mettaient mal à l'aise quand j'essayais de me lever. Il saisit de mon bras fermement. Da estoy, dit-il, mais c'était plus avec cette voix douce, c'était une voix différente qui m'effrayait. Si tu le dis à quelqu'un, ils diront que tu l'as cherché, que tu le voulais, murmura-t-il à mon oreille. Qui va croire une fille comme toi contre moi? Tout le monde m'aime. Ton père m'admire. Ta mère dit toujours qu'elle souhaiterait avoir un fils comme moi. Je tremblais comme une feuille. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais juste que c'était mal, que ça faisait mal, que je voulais que ça finisse vite. The Horse, le son de la musique à la radio, les rires, les conversations bruyantes couvraient tout autre bruit. Personne ne viendrait, personne ne m'entendrait. Quand ça finit, il ajusta ses vêtements comme si rien ne s'était passé. C'est notre secret, petite cousine. Si tu le dis à quelqu'un, je dirai que tu mince, personne ne voudra plus te regarder. Ta mère pensera que tu es une honte. Puis il quitta la pièce, me laissant recroqueviller dans un coin du lit, ne comprenant pas vraiment ce qui m'était arrivé. Je retournai dans le salon après un moment, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Ma mère ne le remarqua pas. Tout le monde était trop ivre pour remarquer quoi que ce soit. Michel était là, riant avec mon père, buvant une bière comme si rien ne s'était passé.
Et c'est ainsi que mon tourment commença à partir de ce dimanche. Chaque autre dimanche devint un cauchemar pour moi, à mesure que la semaine se terminait. Mon estomac commençait à se nouer, mes mains suaient froid. Quand j'entendais qu'il y aurait un dîner de famille, j'inventais des maux de ventre, des maux de tête, n'importe quoi pour éviter d'être là. Mais ma mère ne me laissait pas. Arrête de faire des drames, petite va aider à mettre la table. Michel trouvait toujours un moyen de me coincer seule dans la chambre, dans la salle de bain, des halls, même près du lavoir où ma mère faisait la lessive, juste quelques minutes quand les adultes étaient distraits. Et il était toujours avec ses conversations interminables alimentées par la bière. Le whisky, c'est tout. Ladies, je ferai la même chose à Marie. Menaça-t-il un jour, quand je rassemblai le courage, de dire que je le dirais à ma mère. Ma petite sœur de 6 ans, juste y penser, faisait, gueulèrent mon sang. Ta mère te blâmera, nous dirons que tu n'as pas pris soin de ta sœur. Ton père te battra jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ces mots martelaient ma tête. Le pire, c'est que je les croyais. Je voyais comment mon père devenait, après avoir bu, comment il frappait parfois Antoine pour n'importe quelle petite chose. Que ne ferait-il pas à moi? Dans mon esprit d'enfant, je ne pouvais penser qu'à ma faute, que j'avais fait quelque chose de mal, que peut être, je le méritais même. Les mois passèrent, je fanais comme une fleur, sans eau, je perdis du poids. Je cessai de parler à l'école, mes notes chutèrent, l'institutrice appela même ma mère une fois, demanda si quelque chose se passait à la maison. Ma mère dit non, que j'étais toujours calme de toute façon. Même elle ne remarqua pas combien j'avais changé. Le pire, c'était que Michel apparaissait plus souvent, pas seulement le dimanche. Je suis venue rendre visite à l'oncle Jacques, disait-il, avec ce faux sourire, et mon père, tout flatté, content de te voir. Neveu, regarde, Dorothée, quel jeune homme respectueux de la famille, venant rendre visite à sa tante, son oncle. J'essayais de rester près de ma mère, de lui coller comme une ombre, mais il y avait toujours un moment où elle m'envoyait chercher quelque chose, aider à une tâche, et Michel surveillait toujours, attendant une ouverture. À l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. L'abus était un mot qui n'existait pas dans notre vocabulaire. Une fille qui passait par là a été aguicheuse, l'avait provoquée. Si elle parlait, le blâme retombait sur elle, surtout dans une famille comme la mienne, traditionnelle, où la parole d'un homme valait plus que tout. Je grandis avec ce secret qui me rongeait de l'intérieur. À l'école, je voyais d'autres filles rire, jouer, rêver de leur premier petit ami. Je ne ressentais que du dégoût, de la peur. Je ne voulais pas que les garçons s'approchent de moi. Les autres filles pensaient que j'étais bizarre, prétentieuse. Tilly pense qu'elle est meilleure que tout le monde, disait-elle. Elle ne savait pas que je voulais juste être invisible. À 13 ans, mon corps commença à changer. Je n'étais plus cette fille maigre. Et ça ne fit qu'empirer les choses. Michel disait des choses encore plus dégoûtantes. Parlait de mon corps d'une manière qui me donnait envie d'arracher ma propre peau.
la nuit, je m'allongeais dans le lit que je partageais avec mes frères et sœurs, pleurais silencieusement, le visage tourné vers le mur pour que personne ne voie. Y a prié, demander à la Vierge Marie de me protéger, de m'emmener loin de là. Mais les dimanches arrivaient toujours et avec eux, Michel, le temps passait. Je pensais que ce serait ma vie pour toujours, que ça ne finirait jamais, que personne ne m'écouterait jamais, que je devrais endurer ça jusqu'à je ne sais quand. Je savais juste que chaque jour, il devenait plus difficile de sortir du lit, de me regarder dans le miroir, de continuer à vivre. Ce fut presque 1 an et demi de cet enfer, 1 an et demi de dîner du dimanche, de visites inattendues, de mains qui me faisaient mal, de mots qui me diminuaient, de menaces qui me réduisaient au silence. 1 an et demi à sentir que je n'étais rien, que je ne valais rien. 1 an et demi jusqu'à ce que tout change d'une manière que je n'attendais jamais. Et ce changement commença par un jour d'été chaud, quand ma mère entra dans la pièce sans frapper, vit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, quelque chose qui fit s'écrouler tout ce château de mensonges, de menaces comme un château de cartes. Cet été de 1964 fut l'un des plus chauds que l'Occitanie ait jamais vu. Même dans les petites maisons de Moulinbourg, où la brise était généralement plus fraîche à cause des collines, la chaleur était insupportable. Nous dormions avec les fenêtres ouvertes, craignant de suffoquer pendant la nuit à cause de toute cette chaleur. Je dormais seulement en combinaison, une sorte de robe légère que les filles portaient sous leurs vêtements à l'époque. C'était un matin de janvier que ma mère entra dans la pièce pour me réveiller. Il était 7 heures. Je devais aider à suspendre le linge qu'elle allait laver ce jour-là. Normalement, je me réveillais avant qu'elle m'appelle, mais cette nuit-là, j'avais à peine réussi à dormir. Michel était apparu chez nous la veille au soir, disant qu'il allait regarder l'émission de télévision avec nous, et encore, quand mes parents étaient distraits, il m'avait suivi dans la cour quand j'étais allée chercher de l'eau. Quand il fut l'heure de se lever, je ressentais une douleur dans le dos, les jambes, les bras. Michel était devenu plus violent ces dernières semaines. Toute résistance de ma part, il serrait plus fort, faisait plus mal. Je ne voulais pas me lever, ne voulais pas que ma mère voie les marques. Mais elle tira le drap avec force. « Lève-toi, paresseuse, le soleil est déjà haut, tu restes là comme si tu étais malade. » Mais quand le drap fut retiré, ma mère resta figée, regardant mon bras. Il y avait des marques violettes de la taille de doigts imprimées sur ma peau pâle. J'essayais de couvrir rapidement, tirant le drap, mais il était trop tard. Qu'est-ce que ces marques? Télé. Je sentis mon cœur s'emballer dans ma poitrine. Mes mains commençaient à suer. Sa voix me vint à l'esprit. Si tu le dis à quelqu'un, ils diront que tu l'as cherché. Je baissais les yeux. Restai silencieuse, espérant qu'elle abandonne la question, mais ma mère n'était pas du genre à lâcher. Jatens, petite, qui t'a fait ça? Était-ce une bagarre à l'école? Non, je suis tombée. Maman, tombée là près du lavoir quand je suis allée chercher de l'eau. Mentis, car la peur était plus grande que tout. Mais ma mère n'était pas née de la dernière pluie.
Elle examina mon bras avec ses yeux de lynx que les mères ont. Elle tira ma combinaison, vit qu'il y avait des marques sur mon dos aussi. Tombée comment télé sur le dos, le devant, et encore toucher ton bras. Penses-tu que je suis idiote? Elle ne m'avait jamais parlé sur ce ton doux et ferme à la fois, comme si elle était déterminée à extraire la vérité à tout prix, mais aussi prête à m'enlacer. Pourtant, je ne pouvais pas parler, les mots étaient coincés dans ma gorge, la peur était une main invisible qui m'étouffait. Personne ne tombant ne laisse des marques de doigts comme ça. Ma fille, quelqu'un t'a fait mal. Qui était-ce? Je secouai la tête, les yeux déjà pleins d'eau. Ma mère s'assit au bord du lit. Baissa, la voice, était-ce ton père? T'a-t-il frappé quand il est rentré tard hier? Non, maman, Yamis, était-ce un garçon à l'école? Non, elle resta silencieuse, réfléchissant, puis une ombre passa sur son visage, une ombre que je n'oublierai jamais, car c'était le moment où je réalisais qu'elle commençait à comprendre. Était-ce quelqu'un ici à la maison? Quelqu'un qui vient ici? Je ne répondis pas, mais mes yeux durent parler pour moi. Ma mère prit mon menton. Je leva mon visage. C'était Michel, n'est-ce pas? Juste entendre son nom me fit commencer à trembler. Les larmes que j'avais retenues si longtemps commencèrent à couler sans s'arrêter. C'était comme si un barrage avait cédé après des années à retenir l'eau. Je voulais nier, voulais mentir. Mais tout mon corps disait la vérité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ma fille, dis-moi. Et là, ce matin chaud de janvier, le silence qui m'avait étouffé pendant presque 2 ans commença à se briser. Entre les sanglots, je racontais à ma mère, pas tout, car certaines choses, je ne pouvais pas les mettre en mots. D'autres, je ne savais même pas comment les nommer. Mais je parlais des dimanches, de comment il me cherchait, quand personne ne regardait des menaces qui disaient qu'il ferait la même chose à Marie, que maman me blâmerait, que papa me battrait jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Je m'attendais à ce que ma mère me repousse, m'appelle menteuse, dise que j'inventais des histoires. C'est ce que Michel disait toujours qu'il arriverait, mais au lieu de cela, ma mère fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle me serra forte, si fort que je pouvais à peine respirer. Elle pleura avec moi. Ma fille, ma petite fille, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Il n'y avait pas de réponse à ça. Je pleurais juste plus, ma tête reposant sur son épaule, sentant le savon ivory dont elle sentait toujours à cause du linge qu'elle lavait. Depuis quand, ma fille, depuis quand fait-il ça? Depuis l'anniversaire de l'oncle Arnaud, ça fait presque 2 ans. Ma mère eut l'air d'avoir reçu une gifle. Elle tint mes épaules, me repoussa un peu pour me regarder dans les yeux. L'avait-il fait avant ce dimanche? Je secouai la tête. C'était la première fois ce jour-là. Et après, il disait qu'il le ferait encore, que c'était notre secret, que si je parlais, ma mère me serra à nouveau. Je sentis qu'elle tremblait aussi. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes ainsi, enlacés, pleurant ensemble. Je sais juste que lorsque nous nous séparâmes, son regard avait changé. Ce n'était plus ce regard doux que je connaissais. C'était un regard ardent, un regard qui faisait peur,
ton père ne doit pas savoir pour l'instant, il tuerait ce salaud, finirait en prison. Nous allons résoudre ça différemment. À ce moment, quelque chose en moi s'alluma, voir ma mère me croire, la voir en colère pour moi, me fit sentir que peut être, juste peut être, je n'étais pas seule, que peut être, je méritais pas ce qui était arrivé, que c'était pas ma faute. Ma mère me fit promettre de ne pas encore le dire à mon père. Dit qu'elle réfléchirait à comment le faire, qu'il fallait être intelligente. En attendant, je ne serai plus jamais seule. Jamais, je t'emmènerai avec moi faire la lessive. Je demanderai à Antoine de toujours rester près. Et si Michel apparaît, tu devrais crier, peu importe ce qu'il dit, il ne te touchera plus jamais. Jamais, je te le promets. Pour la première fois en presque 2 ans, je dormis sans cauchemar cette nuit-là. Non pas que la peur ait complètement disparu, je ne savais toujours pas comment ma mère allait résoudre ça, comment elle confronterait Michel, qui était fort, grand, respecté par la famille. Mais au moins quelqu'un savait, quelqu'un avait entendu mon cri silencieux. Les jours suivants furent étranges. Ma mère me regardait différemment, avec un mélange de douleur, de détermination. Parfois, je la surprenais pleurant, seule près du lavoir, ou priant devant le petit autel qu'elle avait dans le salon, avec des images de la Vierge Marie, de Saint Jude. Je réalisais qu'elle avait aussi peur, ne savait pas exactement quoi faire non plus. Une semaine plus tard, mon père rentra en disant que le dimanche, il y aurait un barbecue chez l'oncle Arnaud. Mon estomac se noie rien qu'en y pensant. Michel serait là? Bien sûr, c'était chez lui. Je regardais désespérément ma mère qui repassait dans la cuisine. « Tilly n'y va pas », dit-elle sans lever les yeux du fer. « Comment? Tcha, elle n'y va pas. Toute la famille sera là. Elle ne se sent pas bien. Ce doit être des affaires de filles. Tu sais, mieux vaut rester à la maison cette fois. » Mon père me regarda avec suspicion. Je pris mon meilleur, visage malade, faible. Il ne posa pas d'autres questions, mais le dimanche matin, alors qu'il se préparait déjà à partir, il vint me voir dans la chambre. Il semblait sincèrement inquiet. « Es-tu sûre que tu vas bien pour rester seule ? Ma fille, je peux demander à Madame Jeanne de passer te voir dans la journée. » Avant que je puisse répondre, ma mère apparut à la porte. « Elle sera pas seule. Je n'y vais pas non plus. »« Comment ça ? Dorothée, Arnaud nous attend. Je ne me sens pas bien non plus. Ça doit être quelque chose que nous avons mangé. Vas-y, avec Antoine et Marie. » Mon père n'aima pas ça, mais il finit par partir avec Antoine. Marie, dès qu'ils furent partis, ma mère s'assit au bord de mon lit. « Nous devons parler, ma fille. Ce salaud ne s'approchera plus de toi, mais nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours. J'ai peur de ce que ton père pourrait faire s'il l'apprend. Il pourrait finir en prison. Et ensuite, que nous arrive-t-il? Et que va-t-on faire? » Maman, elle prit une profonde inspiration, frotta ses mains sur son tablier, un geste qu'elle faisait quand elle était nerveuse. Dimen, je vais parler au pasteur André. C'est un homme bon. Il nous aidera. Jeg sente son frisson. Le pasteur était si sérieux. Bien sûr,
il était sérieux, mais je n'avais jamais pensé que c'était quelque chose à impliquer l'Église. Tout le monde saurait-il, que dirait-il de moi? Me traiterait-il de «Ne t'inquiète pas», dit ma mère, comme si elle lisait mes pensées. Je ne le dirai à personne, sauf au pasteur. C'est juste qu'il connaît beaucoup de gens. Das Gens Importance, il peut nous aider à résoudre ça sans que ton père ait besoin de se salir les mains. Cette nuit-là, je ne pus pas bien dormir à nouveau. Je pensais à ce que ce serait de parler au pasteur, ce qu'il penserait de moi. Je pensais à Michel, ce qu'il ferait quand il apprendrait que j'avais parlé. Viendrait-il après moi? Ferait-il du mal à Marie, comme il l'avait menacé? Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma mère était déjà 2 pas en avance. Quand le soleil se leva le lundi, elle avait déjà un plan qui changerait tout, qui apporterait enfin la justice et, plus important encore, un plan qui me libérerait de ce cauchemar qui était devenu ma vie. Lendemain matin, ma mère porta sa meilleure tenue, une jupe bleu foncé, une blouse blanche à colo, qu'elle ne mettait que pour des occasions très spéciales. Elle peigna soigneusement ses cheveux. Les attachant en un chignon bas, elle semblait une autre personne, plus grande, plus forte. Je vais parler au pasteur maintenant. Reste à la maison, n'ouvre la porte à personne. Si quelqu'un demande, dis que je suis chez Madame Amélie, celle qui a perdu son mari le mois dernier. Compris. Je hochais la tête, mais mon cœur battait si fort que je pensais qu'il sortirait par ma bouche. Que se passerait-il maintenant? Les choses empireraient-elles ou s'amélioreraient-elles? L'incertitude était presque aussi mauvaise que la peur que j'avais ressentie si longtemps. Ce que je ne savais pas ce lundi matin, c'est que ma mère n'allait pas juste parler au pasteur, elle avait bien plus en tête. Son plan était déjà en marche. Ma mère quitta la maison avant 8 heures, ne revint que lorsque le soleil se couchait déjà. Je passais toute la journée à me ronger les ongles, regardant par la fenêtre à chaque bruit, imaginant Michel apparaître à la porte. Quand j'entendis enfin la grille grincer, vis que c'était elle, je faillis m'évanouir de soulagement, mais la mère qui revint ne semblait pas la même que celle qui était partie le matin. Elle semblait plus vieille, plus fatiguée, les yeux rouges d'avoir beaucoup pleuré. Et en même temps, il y avait quelque chose de différent en elle, une fermeté dans son regard, une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Que s'est-il passé? Maman, qu'a dit le pasteur? Elle retira l'écharpe de sa tête, la pendit sur la chaise, s'assit à la table de la cuisine, passa un moment à regarder ses propres mains, des mains cailleuses d'avoir frotté le linge dans le lavoir, rapprocher, travailler, si dur pour nous élever. Ma fille, je ne suis pas juste allée parler au pasteur. Je suis aussi allée à la gendarmerie. Je ressentis un frisson me parcourir l'échine, la gendarmerie. Ça voulait dire la police, ça voulait dire que tout le monde saurait que n'aie pas peur, continua-t-elle. Remarquant ma panique, je suis allée parler au shérif Meredith. C'est le frère de Madame Villeneuve, celle dont je fais la lessive, un homme sérieux, respectable. Je lui ai tout raconté, lui ai
montré les photos des marques sur ton bras que j'ai prises avec l'appareil photo de Monsieur Jourdain, du magasin Général. Je savais même pas qu'elle avait pris des photos, ne savais pas qu'elle était capable de penser à quelque chose comme ça. Le shérif a dit que nous pourrions porter plainte, ouvrir une affaire, mais alors tu devrais voir un médecin, devoir tout raconter encore plusieurs fois, devoir affronter Michel au tribunal et ton père. Elle n'eut pas besoin de finir la phrase mon père n'accepterait jamais de voir sa fille passer par là. Être exposé ainsi, les connaissantes. Il saisirait le vieux fusil de chasse qu'il gardait sous le lit, irait après Michel tout de suite, mais le shérif Meredith a compris notre situation, a dit qu'il y a une autre façon de résoudre ça, une façon qui ne t'exposera pas, ne mettra pas ton père en danger. C'est alors que ma mère expliqua le plan, un plan si simple, en même temps si parfait, que il ne pouvait venir que de l'esprit d'une femme qui avait passé toute sa vie à résoudre des problèmes sans faire de bruit. Cette semaine-là, mon oncle Arnaud, le père de Michel, fêtait ses 50 ans. Il allait y avoir une grande fête le samedi soir, avec toute la famille réunie dans leur cour arrière. Tout le monde serait là, parents, voisins, homies. Michel sera là, bien sûr, et le shérif Meredith passera par coïncidence. Il est ami avec ton oncle Arnaud. Ils jouent aux cartes ensemble au bar du coin le samedi. Et que va-t-il se passer, maman? Le shérif va emmener Michel pour une conversation privée. Il va lui montrer les photos des marques, lui dire qu'il sait ce qu'il a fait, expliquer exactement ce qui arrive aux hommes qui s'en prennent aux filles en prison. Et restai silencieuse, essayant d'imaginer la scène. Michel, toujours si confiant, toujours si arrogant devant affronter un shérif. Mais s'il nie, s'il dit que je mens, ma mère donna un sourire triste, passant la main dans mes cheveux. Le shérif Meredith a été très clair. Soit il confesse, accepte les conditions, soit il va en prison tout de suite et il ne voudra pas aller en prison. Ma fille ne voudra pas que tout le monde sache ce qu'il a fait. Les conditions étaient simples. Michel devrait quitter l'Occitanie aussi loin que possible. Le shérif Meredith avait un frère à Brest, en Bretagne, qui possédait une scierie. Tout était déjà arrangé pour qu'il y travaille. Pas d'adieu, pas d'explication à la famille, juste disparaître après la fête. Et s'il n'accepte pas, maman, s'il décide de rester, s'il veut se venger, ma mère prit mes mains avec une force que je n'avais jamais sentie auparavant. Il acceptera. Ma fille, parce que l'alternative est bien pire pour lui, et s'il n'accepte pas, le shérif a garanti qu'il ne sortira pas de prison de sitôt, et quand il le fera, il ne sera plus le même homme qui y est entré. Il y avait une dureté dans sa voix qui m'effrayait. À ce moment, je réalisais que ma mère, toujours si calme, toujours si patiente, était capable de tout faire pour me protéger, absolument tout. Les jours jusqu'au samedi semblèrent s'éterniser. Ma mère me garda à la maison, disant aux voisins que j'avais la rougeole. Elle ne voulait pas risquer que je croise Michel dans la rue, qu'il suspecte quelque chose. Même mon père crut l'histoire. Il n'avait jamais eu la rougeole,
Alors il restait bien loin de ma chambre, craignant de l'attraper. Je me réveillais le samedi avec l'estomac noué. Est-ce que ça fonctionnerait? Michel accepterait-il de partir? Ira-t-il vraiment si loin? Ou déciderait-il au dernier moment de se venger, de faire quelque chose de pire? Ma mère dut remarquer ma nervosité, car elle passa toute la journée près de moi, me donnant toujours de petites tâches pour occuper mon esprit. Nous lavâmes le linge ensemble, fîmes du pain, même ranger les tiroirs de la commode. L'après-midi, nous commençâmes à nous préparer pour la fête. C'était la première fois en presque 2 ans que je ne ressentais pas cette peur de rencontrer la famille réunie. Même ainsi, mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. Ma mère m'aida à choisir la robe, une bleu clair avec une ceinture blanche à la taille. Elle peigna soigneusement mes cheveux, faisant une tresse française qui tombait dans mon dos. En me regardant dans le petit miroir fendu que nous avions dans la chambre, je me reconnus à peine. C'était plus cette fille effrayée d'avant. Il y avait quelque chose de différent dans mes yeux. Tu es magnifique. Ma fille, aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est le jour où tu seras libre de ce monstre pour toujours. Nous allâmes à la fête avec mon père, mes frères et sœurs. La maison de l'oncle Arnaud était déjà pleine quand nous arrivâmes. Des tables éparpillées dans la cour, des lanternes accrochées aux branches des arbres. L'odeur de la viande rôtissant sur le barbecue improvisé en briques. En d'autres temps, cette scène m'aurait rempli de peur. Maintenant, je regardais tout avec une étrange sensation. Serait-ce de l'espoir? Je vis Michel dès que nous arrivâmes. Il était dans un coin de la cour, discutant avec quelques jeunes hommes, une bière à la main. Quand il m'évite, pendant une seconde, son sourire vacilla. Nos yeux se rencontrèrent. Pour la première fois, je ne détournai pas le regard. C'est lui qui le fit en premier. Ma mère me tira près d'elle, comme si elle avait senti mon attention. Nous nous assîmes à une table éloignée des autres, avec quelques cousins. Mon père rejoignit bientôt les hommes près du barbecue. Antoine, Marie coururent jouer avec les autres enfants. La fête se déroula comme n'importe quelle autre. L'oncle Arnaud, déjà un peu éméché par la bière, racontait ses histoires de jeunesse. Les femmes échangeaient des recettes, des potins. Les hommes discutaient de baseball. C'était comme si rien d'extraordinaire n'allait se passer cette nuit-là. C'est alors que je le vis arriver, le shérif Meredith Grant, avec sa moustache grisonnante, portant une chemise habillée malgré la chaleur. Il salua mon oncle Arnaud avec une forte étreinte, des tapes dans le dos, lui tendit un paquet cadeau. « Regardez qui est là !» cria mon oncle, levant son verre. Mon ami Meredith prend une bière. Mec, le shérif sourit, prit une bouteille que quelqu'un lui offrit, resta à discuter un moment avec les hommes, riant aux blagues. Il semblait complètement à l'aise, comme s'il était vraiment venu juste pour célébrer l'anniversaire d'un ami. Et puis, comme par hasard, il s'approcha de Michel. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je vis le sourire de mon cousin disparaître lentement. Je vis le shérif poser sa main sur son épaule, serrant d'une manière qui semblait amicale pour quiconque regardait de l'extérieur, mais qui fit pâlir Michel
les deux s'éloignèrent de la fête. Se dirigeant vers le côté de la maison où était le garage, ils disparurent pendant presque une demi-heure. Ma mère, assise à côté de moi, tenait ma main sous la table. Elle était aussi nerveuse que moi. Ses paumes suaient froid. Quand le shérif Meredith revint à la fête seul, il avait une expression sérieuse. Il marcha vers l'endroit où était mon oncle Arnaud, lui dit quelque chose à l'oreille. Je vis mon oncle faire une grimace de surprise, puis d'inquiétude. Les deux s'éloignèrent aussi pendant quelques minutes. Michel ne revint pas à la fête. Personne ne semblait encore avoir remarqué son absence. Sauf nous. La fête continua avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons, beaucoup de rires. Mais pour moi, c'était comme si le temps s'était arrêté. Plus tard, beaucoup plus tard, alors que nous partions déjà, le shérif Meredith s'approcha de nous à la grille. Il salua mon père avec une forte poignée de main, dit qu'il connaissait ma mère de vue de la maison de Madame Villeneuve. Et puis, quand personne ne regardait, il fit un petit signe de tête à ma mère, un signe à peine perceptible, mais qui disait tout. C'était fait. Je dormis cette nuit-là, comme je n'avais pas dormi depuis des années, un sommeil profond, sans cauchemar, sans me réveiller en sursaut au milieu de la nuit. Quand le soleil entra par la fente de la fenêtre le dimanche matin, pendant un moment, je pensais que j'avais tout rêvé, que rien de tout cela n'était vraiment arrivé. Mais alors la porte de la chambre s'ouvrit, ma mère entra tenant le journal, elle s'assit au bord du lit, me montra une petite note dans le coin de la page. Jeune homme, 21 ans, part travailler dans une scierie dans le nord-ouest. Michel Fournier, neveu du marchand local Arnaud Fournier, a accepté une offre d'emploi à Brest, en Bretagne, est parti aux petites heures d'hier. Il était vraiment parti, si loin que c'était comme s'il avait disparu de la carte. Je pris le journal avec des mains tremblantes, lasse, relus cette petite note jusqu'à ce que je mémorise chaque mot. Feigné, ma fille, dit ma mère, tenant mes mains, il ne posera plus jamais un doigt sur toi, ne fera plus jamais de mal à aucune autre fille. Et papa, il sait. Ma mère secoua la tête. Ton père pense que Michel a reçu une très bonne offre d'emploi. Le shérif Meredith a convaincu ton oncle Arnaud de raconter cette histoire à tout le monde. Personne, sauf nous trois, ne connaît la vérité. Je ressentis une vague de soulagement si grande que je commençais à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de peur, de tristesse, comme tant que j'avais versé ces dernières années, c'était des larmes de libération. Mais si un jour il revient, Maman, s'il décide de se venger, ma mère sourit, ce sourire déterminé que j'avais commencé à connaître ces derniers jours. Il nada viendra pas. Ma fille, le shérif Meredith a été très clair sur ce qui arriverait s'il remettait les pieds en Occitanie. Il y aura aussi des gens qui le surveilleront à Brest pour s'assurer qu'il se comporte. Chedimankela, nous fîmes quelque chose que nous n'avions pas fait depuis longtemps. Nous allâmes à l'église ensemble, toute la famille, assis sur le banc en bois de l'église, regardant l'autel pendant que le pasteur parlait de pardon, de rédemption. Je sentis un poids quitter mes épaules.
Je savais que ça serait pas facile, que les souvenirs ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Je savais que j'aurais encore des cauchemars pendant longtemps, mais je savais aussi que le pire était fini dans les semaines qui suivirent. Je commençais peu à peu à redevenir celle que j'étais avant, ou peu, être pas exactement celle que j'étais. Cette fille innocente n'existait plus, mais une nouvelle Tilly naissait, une qui avait survécu au pire, trouvait la force d'avancer. Ma mère était toujours près de moi, toujours attentive, toujours prête à me soutenir quand les souvenirs revenaient comme des vagues, me faisaient trembler. Elle ne parla plus jamais ouvertement de ce qui s'était passé, mais de temps en temps, elle prenait mes mains, disait « Tu es plus forte que tu ne le penses. Ma fille, beaucoup plus forte, est ainsi. » Le temps passa, les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, les mois des années. La vie suivit son cours. Ce chapitre sombre de ma vie était enterré de plus en plus profondément, pas oublié, jamais oublié, mais rangé dans un endroit où il ne pouvait plus me faire mal tous les jours, jusqu'à ce qu'un jour, des années plus tard, alors que j'avais déjà mes propres enfants, quelque chose se passa qui me fit réaliser que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, que la justice a parfois d'étranges manières de se manifester. Ce jour-là commença comme n'importe quel autre. J'étais dans la cuisine de ma propre maison, préparant le déjeuner pour la famille, quand le facteur frappa à la porte avec une lettre qui changerait tout à nouveau. C'était un jour de printemps en 1971. Je m'en souviens bien, car les cornouillers dans la cour étaient en fleurs, les fleurs blanches brillant contre les feuilles vertes. J'avais déjà épousé Antoine, un homme bon que j'avais rencontré à l'usine textile où j'avais commencé à travailler à 17 ans. Nous avions 2 jeunes enfants, Charles, Édouard, 4 ans, Marianne, seulement 2 ans. Nous vivions dans une maison simple dans le quartier Colline aux Chênes, pas loin de la maison de mes parents. La lettre arriva un mardi, une enveloppe marron, sans adresse de retour, juste mon nom écrit dans une écriture que je ne reconnaissais pas. Je la laissais sur la table pendant que je finissais de suspendre le linge sur la corde dans la cour. Je ne l'ouvris qu'après que les enfants furent partis pour leur sieste. Pendant que je prenais un café dans la cuisine, mes mains commencèrent à trembler dès que je lus les premières lignes. Tilly, je ne sais pas si tu voudras lire cette lettre jusqu'au bout, mais je te demande d'essayer. C'est moi, Michel, j'écris de Brest. Le café se renversa sur la nappe. Ressentis mon estomac se retourner, comme si j'avais avalé un morceau de glace. 7 ans avaient passé depuis cette nuit à la fête de l'oncle Arnaud, 7 ans pendant lesquels j'avais peu à peu reconstruit ma vie, laissant ces cauchemars derrière. Et maintenant, avec quelques mots sur un morceau de papier, tout revenait en avalanche. Je faillis déchirer la lettre à ce moment-là, jeter les morceaux à la poubelle, prétendre que je ne l'avais jamais reçu. Mais quelque chose m'arrêta, peut être la curiosité, peut être le besoin de savoir qu'il était encore loin, qu'il ne reviendrait jamais. La lettre était longue, 4 pages, écrite à la main. Michel écrivait qu'il était resté à Brest toutes ces années, travaillant à la scierie, comme convenu.
Il avait épousé une femme du coin, avait un jeune enfant. Ça semblait une vie normale, ordinaire. Comment pouvait-il avoir une vie comme ça, après ce qu'il avait fait? Puis vint la partie qui fit arrêter mon cœur pendant une seconde. J'écris parce que je ne supporte plus le poids de ce que j'ai fait chaque nuit. Quand je regarde mon fils dormir, je pense à comment j'ai détruit ton enfance, comment je t'ai fait mal d'une manière qu'aucun enfant ne devrait être blessé. Je ne demande pas pardon, je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je vis avec ce remords tous les jours, que je n'ai plus jamais fait de mal à personne, que je comprends maintenant pleinement le monstre que j'étais. Je restais là dans la cuisine avec cette lettre dans les mains, ne sachant pas quoi ressentir, colère, soulagement, un peu des deux. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je remarque. Je ne pleurais pas pour lui, bien sûr que non. Je pleurais pour la fille que j'avais été, pour l'innocence que j'avais perdue, pour les années de peur, de honte. La porte de la cuisine s'ouvrit. Ma mère entra. Elle me rendait encore visite presque tous les jours pour aider avec les enfants. Quand elle me vit pleurer avec cette lettre à la main, son visage changea immédiatement. Même sans lire un mot, je pense qu'elle savait. C'est de lui, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi. Je lui passai la lettre et je regardais son visage pendant qu'elle lisait, voyant les émotions passer sur lui comme des nuages dans une tempête, colère, douleur, confusion, est enfin quelque chose qui semblait être de la résignation. Que vas-tu faire? Demanda-t-elle quand elle eut fini de lire. Je ne sais pas. Une partie de moi veut brûler ça, oublier que je l'ai reçu. Une autre partie, je ne pus finir la phrase. Je ne savais pas ce que l'autre partie voulait pardonner. Non, jamais comprendre peut être avancé. Enfin, complètement, ça semblait plus proche de ce que je ressentais. Ma mère prit mes mains dans les siennes, comme elle l'avait fait tant de fois quand j'étais enfant. Ma fille, cette décision est à toi seule. Personne ne peut te dire quoi faire, mais souviens-toi que, quel que soit ton choix, tu es beaucoup plus forte qu'il ne le sera jamais. Je gardai la lettre dans une vieille boîte où je conservais des souvenirs d'enfance. Je ne répondis pas. Je n'avais rien à dire à Michel qui valait l'effort d'écrire. Mais dans les jours, les semaines qui suivirent, quelque chose s'échangea en moi. C'était comme si un nœud que je ne savais même pas encore porter s'était enfin défait. Et je commençais à parler plus de ce qui s'était passé, pas à tout le monde, bien sûr, mais aux gens qui comptaient. Je lis à Antoine. Mon mari, une nuit après que les enfants furent endormis, il pleura avec moi, me serra dans ses bras, promit que nos enfants ne vivraient jamais ce que j'avais vécu, en parlant, le pouvoir que les souvenirs avaient sur moi commença à diminuer. Ce n'était plus un monstre caché sous le lit, prêt à m'attraper quand je m'y attendais le moins. C'était juste des souvenirs douloureux de quelque chose qui était arrivé à une fille qui n'était plus... C'est à cette époque, à 26 ans, que je décidais de faire quelque chose que je n'avais jamais imaginé avant. Je retournais à l'école. Je commençais à suivre un cours du soir pour compléter le collège. Puis le lycée, Antoine restait avec les enfants pendant que j'allais à l'école 3 soirs par semaine. Il ne se plaignait jamais
ne me faisait jamais sentir coupable de vouloir quelque chose pour moi. And 1975, quand je terminais le lycée, quelque chose se passa qui ébranla à nouveau notre monde. Mon père, qui avait toujours été un homme fort, eut un accident vasculaire cérébral. Il ne mourut pas, mais le côté droit de son corps était paralysé. Il ne pouvait plus parler correctement. Soudain, ma mère, qui avait passé toute sa vie à s'occuper de tout le monde, avait besoin d'aide. Antoine et moi, on parlâmes beaucoup. Nous décidâmes de déménager plus près de mes parents. Nous vendîmes notre petite maison à Colline-aux-Chênes, achetâmes une autre à Moulinbourg, à seulement 2 rues de chez eux. C'était pas exactement le même quartier où j'avais grandi. Je ne pense pas que j'aurais pu y retourner, mais c'était assez proche pour que nous puissions aider. Les enfants grandissaient vite. Charles, Édouard, tellement comme son père, sérieux, responsable, même si jeune, Marianne, un petit ouragan d'énergie, toujours à poser des questions, voulant savoir pourquoi tout était comme ça. Het en 1970, notre Benjamine, Elisabeth naquit. 3 enfants, une maison à entretenir, mes parents ayant besoin d'aide. La vie était occupée, mais elle était bonne. C'est à cette époque que je commençais à remarquer quelque chose lors des réunions de parents d'élèves. D'autres mères s'approchaient parfois de moi pour parler en privé. Au début, c'était juste des confidences sur des difficultés avec des maris des enfants, mais peu à peu, certaines commencèrent à raconter des histoires qui faisaient trop écho à la mienne. Une voisine qui avait été abusée par son beau-père quand elle était petite. Une amie de l'église qui subissait des violences de son mari ne savait pas comment s'en sortir. Une mère de l'école dont l'enfant montrait des signes d'abus, mais elle ne savait pas quoi faire, à qui s'adresser. C'était comme si, d'une certaine manière, ces femmes sentaient que je comprendrais, et je comprenais, je savais exactement ce que c'était de porter ce secret, cette honte qui ne nous appartenait pas. Je commençais à les aider comme je pouvais, en écoutant, en conseillant, parfois même en les accompagnant à la gendarmerie, aux services sociaux. En 1978, avec l'encouragement d'Antoine, je décidai de faire quelque chose de plus structuré. Avec certaines de ces femmes, avec le soutien du pasteur local, un homme très différent de ces vieux pasteurs qui se souciaient vraiment de la communauté, nous fondâmes un groupe de soutien. Nous commençâmes à nous réunir dans une salle à l'arrière de l'église. Une fois par semaine, nous appelâmes le groupe Voix guérissante, car c'est ce que nous faisions, donner une voix aux douleurs qui avaient été tues si longtemps. Au début, nous étions seulement 5 ou 6 femmes, mais le mot se répandit. Bientôt, nous avions plus de 20 participantes régulières. J'appris tant dans ces réunions, j'appris que mon histoire, aussi douloureuse qu'elle était, n'était pas la seule, que d'innombrables femmes, enfants, passaient par des situations similaires aux Pires, souvent dans leur propre foyer, aux endroits où ils auraient dû être les plus en sécurité. J'appris aussi que lorsque nous nous unissons, lorsque nous brisons le silence, quelque chose commence à changer. Avec le temps, notre groupe commença à faire plus que juste offrir un soutien émotionnel.
Nous obtîmes des partenariats avec des avocats qui travaillaient pro bono, avec des psychologues qui offraient des consultations à des prix accessibles. Nous créâmes un petit réseau de maisons sûres où les femmes en danger pouvaient rester temporairement avec leurs enfants. En 1980, ma mère décéda. Ce fut rapide, une crise cardiaque pendant son sommeil. Elle avait 60 ans. À l'enterrement, regardant ce cercueil descendre en terre, je pensais à combien elle avait été forte. Comment elle avait lutté pour moi quand je ne pouvais pas lutter pour moi-même. Comment elle avait trouvé un moyen d'apporter la justice sans effusion de sang, sans détruire notre famille dans le processus. C'est elle qui m'a appris à utiliser ma voix, dis-je dans le petit discours que je fis au cimetière, entourée de la famille, des amis. C'est elle qui m'a montré que la justice, la vengeance sont des choses différentes. Que nous pouvons chercher l'une sans nous perdre dans l'autre. Mon père ne dura pas longtemps après ça. 6 mois après avoir perdu ma mère, il décéda aussi. C'était comme si une partie de lui était partie avec elle, que ce qui restait n'avait pas assez de force pour continuer. Les années 1980 apportèrent beaucoup de changements. Le pays était différent, sortant d'une époque tumultueuse, respirant de nouveaux airs. Moi aussi, j'étais différente. La douleur n'avait pas complètement disparu. Je ne pense pas qu'elle le fasse jamais. Mais elle ne définissait plus qui j'étais. Au contraire, elle s'était transformée en quelque chose qui me poussait à aider les autres. Notre groupe Voix guérissantes grandit, se formalisa, devint une petite association. Nous obtîmes notre propre siège, une vieille maison à 2 étages à Moulinbourg que nous rénovâmes avec beaucoup de travail, peu d'argent. Antoine, toujours mon plus grand soutien, utilisait ses week-ends pour réparer la plomberie, peindre les murs, réparer ce qui était nécessaire. C'est là, dans cette petite association, que je reçus une autre lettre de Michel en 1985. 14 ans avaient passé depuis la première. Cette fois, l'enveloppe avait une adresse de retour. Hôpital Saint-François, Brest, Bretagne. Le contenu était bref. Michel était malade d'un cancer en phase terminale. Les médecins lui avaient donné quelques mois à vivre. Il demandait pardon à nouveau, disait qu'il avait vécu une vie décente, qu'il avait élevé son fils pour être un homme de respect. À la fin de la lettre, il y avait une demande. Si tu peux trouver dans ton cœur la force de répondre, juste pour que je sache que tu vas bien, que tu as réussi à avancer, malgré ce que j'ai fait. Je mourrai plus en paix. Je passais des jours à réfléchir si je devais répondre. J'en parlais avec Antoine, avec quelques amis proches du groupe. Elles dirent toutes la même chose. La décision était la mienne, uniquement la mienne, par un après-midi calme, pendant que les enfants étaient à l'école. Antoine au travail, je m'assis à la table de la cuisine avec du papier, un stylo. J'écrivis, réécrivis plusieurs fois. Que dire à l'homme qui avait détruit mon enfance, mais qui maintenant mourait? Quel genre de personne voulais-je être? La lettre que j'envoyais finalement n'avait qu'un paragraphe. Michel, je suis vivante, je vais bien, j'ai un mari qui m'aime, 3 enfants merveilleux, un travail qui me donne un but. Ce que tu m'as fait était terrible, impardonnable. Mais je n'ai pas laissé cela me définir, me détruire.
J'ai appris à utiliser ma voix pour aider d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Je ne peux pas te pardonner, mais je peux te dire que je ne porte plus le poids de ton crime avec moi. Ce poids est le tien à porter, pas le mien. Tilly, je ne suis jamais, s'il reçut ma lettre, je n'eus plus jamais de ces nouvelles, mais écrire ces mots fut libérateur d'une manière que je n'avais pas attendu. C'était comme fermer un chapitre définitivement, comme dire à haute voix à moi-même, au monde. Ça m'est arrivé, mais c'est pas qui je suis. Les années passèrent, les enfants grandirent, étudièrent, suivirent leur propre chemin. Charles-Édouard devint ingénieur, épousa une charmante fille et me donna 2 magnifiques petits-enfants. Marianne, toujours la plus agitée, devint journaliste, voyagea dans le monde avant de s'installer à Toulouse avec un merveilleux partenaire. Et Elisabeth, notre Benjamin, à ma grande fierté, obtint un diplôme en psychologie, travaille maintenant avec des enfants traumatisés. Antoine prit sa retraite de l'usine en 1995. Après 35 ans de travail, je continuais avec l'association jusqu'en 2010, quand je passais enfin la coordination à des mains plus jeunes, pleine d'énergie, de nouvelles idées. Je m'y rends encore de temps en temps pour parler avec les femmes, partager des histoires, offrir un peu de la sagesse que seules les années peuvent apporter. Aujourd'hui, en regardant en arrière à 72 ans, je vois un chemin plein de hauts, de basses, de douleurs, des yo-yes. Je vois une fille qui a été blessée, réduite au silence, mais qui a trouvé sa voie. Je vois une femme qui a transformé sa douleur en but, qui a appris que la justice est plus puissante, que la vengeance, que la guérison est plus importante que la punition. Et je vois que la lettre reçue par un après-midi de printemps, il y a tant d'années, n'était pas la fin de mon histoire. C'était juste le début d'un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel j'étais enfin l'auteur de ma propre vie. C'est drôle, comme la vie fait un cercle complet. N'est-ce pas cette fille effrayée de Moulinbourg qui pensait autrefois qu'elle ne pourrait plus jamais regarder quelqu'un dans les yeux, a fini par devenir une femme qui a aidé des centaines d'autres à trouver leur propre voie. Je pense que ma mère, là-haut, doit être très fière de la graine qu'elle a plantée ce jour-là quand elle a confronté un shérif avec le courage qu'une mère seule a maintenant en 2025, avec mes 72 ans sur le dos, assise ici sur le porche de ma maison à Moulinbourg, où je vis depuis presque 20 ans. Je peux regarder en arrière, voir que la justice est venue, oui, pas de la manière dont beaucoup de gens imaginent, avec du sang, de la violence. Elle est venue d'une autre manière, plus lente peut être, mais plus complète aussi. Quand notre association Voix guérissante a célébré ses 30 ans en 2008, nous avons eu une grande fête. Des femmes de tous âges sont venues, certaines qui avaient participé au groupe dès le début, d'autres arrivées plus récemment en regardant tous ces visages, certains marqués par le temps comme le mien, d'autres encore jeunes, plein d'espoir. Je réalisais quelque chose d'important. Chaque histoire partagée
chaque secret révélé, chaque traumatisme affronté était une petite victoire contre des gens comme Michel. Je me souviens d'une jeune femme, elle devait avoir environ 20 ans, qui s'est levée pendant la célébration, a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de vous connaître tous, je pensais que j'étais seule. Je pensais que ce qui m'était arrivé était un cas isolé, une tragédie privée. Et j'ai appris que je ne suis pas seule. Et plus important encore, j'ai appris que je peux parler, que ma voix compte. Et quand nous parlons ensemble, nous devenons un chœur que personne ne peut ignorer. Ça m'a frappé comme un éclair. C'était exactement ce que nous avions construit au fil des années. Un chœur de voix qui, ensemble, était trop forte pour être réduite au silence. En 2012, quelque chose se passa que je n'imaginais jamais voir. Le gouvernement a enfin approuvé des lois plus strictes contre les abus sur enfants, la violence domestique, des lois dont ma génération n'avait jamais rêvé qu'elles existeraient un jour. J'ai été invitée à être présente à la cérémonie de signature en tant que représentante de notre association. J'ai pris une petite photo de ma mère dans mon sac. Elle devait être là. D'une certaine manière, le politicien qui a signé la loi fit un discours sur la manière dont des organisations comme la nôtre avaient été fondamentales pour mettre la question en lumière, pour montrer la vraie dimension du problème, pour exiger des changements. En écoutant ces mots, je pensais à la fille de 12 ans, tremblant de peur dans une petite pièce à Moulinbourg. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque qu'un jour je serais là, assistant à ce changement, en quittant la cérémonie, une jeune journaliste s'approcha de moi, voulant faire une interview. Je parlais de notre histoire, de comment tout avait commencé, du nombre de femmes, d'enfants que nous avions aidés au fil des années. Elle semblait impressionnée, mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose que je reconnus immédiatement. Vous y êtes passé aussi, n'est-ce pas? Demandai-je doucement quand les autres journalistes s'étaient éloignés. Elle hocha juste la tête, les yeux brillants de larmes contenues. Et maintenant, vous utilisez votre voix pour raconter des histoires qui doivent être entendues. Ajouta-je, c'est aussi une justice. Vous savez, elle sourit, un petit sourire. Mais vrai, je n'y avais jamais pensé ainsi, mais je pense que vous avez raison. Je rentrais chez moi ce jour-là, me sentant légère, comme si j'avais laissé à la cérémonie un poids que je ne savais même pas encore porter. Antoine, toujours attentif, remarqua immédiatement la différence. S'est-il passé quelque chose de spécial là-bas? Tilly, je lui souris. Cet homme qui avait été à mes côtés pendant plus de 50 ans, qui avait tenu ma main dans les moments difficiles, qui avait célébré avec moi chaque petite victoire. Je pense que j'ai enfin compris ce que ma mère voulait dire quand elle disait que la justice viendrait d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de punition. Antoine, il s'agit de changement, d'assurer que ce qui m'est arrivé ne continue pas d'arriver à d'autres enfants. Il prit ma main, la caressa avec ses doigts cailleux de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Ta mère serait fière. Je suis fière. Les années passèrent. Notre association continue à décroître. Maintenant, avec des antennes dans plusieurs villes de la région, Maëlysabeth prit la coordination générale après ma retraite complète en 2015.
Ce fut spécial de voir ma Benjamine qui savait pas exactement tout ce qui m'était arrivé dans l'enfance, jusqu'à ce qu'elle soit adulte, consacrer sa vie à un travail né de ma douleur. En 2018, nous eûmes une autre surprise. Une chercheuse de l'Université de Toulouse nous contacta voulant écrire un livre sur l'histoire de notre organisation, sur comment nous avions commencé, l'impact que nous avions causé dans les politiques publiques pour la protection des femmes, des femmes. Le livre fut publié l'année suivante. Voix qui ne seront pas tues, l'histoire d'un mouvement. Sur les premières pages, il y avait une dédicace qui me fit pleurer pendant des heures à Tilly Girard et Dorothée Alden, mère et fille. Oui, à une époque où le silence était la seule option offerte aux victimes, ont choisi de parler et ce faisant ont ouvert la voie à des milliers d'autres. Je me souviens d'avoir tenu ce livre, passant mes doigts sur la couverture rigide, sur les pages pleines d'histoires, certaines douloureuses, d'autres inspirantes. Je pensais à comment quelque chose de si beau, de si important était né de quelque chose de si horrible, comment la souffrance, lorsqu'elle est transformée avec courage, détermination, pouvait devenir force, pouvait devenir changement. En 2020, quand la pandémie frappa, nous dûmes adapter notre travail. Les réunions en personne devinrent des rencontres virtuelles. Au début, j'étais très déconcertée. Une femme de presque 70 ans, essayant de comprendre comment ce truc de Zoom fonctionnait, mais peu à peu, je pris le coup, réalisé que d'une certaine manière, le monde virtuel nous permettait d'atteindre des femmes que nous ne pouvions pas avant, celles qui vivaient trop loin pour venir aux réunions, qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, qui ne pouvaient pas laisser leurs enfants seuls. C'est à cette époque que mon petit-fils aîné, Luke, le fils de Charles, Édouard, eut l'idée de créer une chaîne YouTube pour l'association Maïmier. Tu as des histoires importantes à raconter, des histoires qui peuvent aider beaucoup de gens, dit-il, en m'apprenant à utiliser la caméra de l'ordinateur. Au début, je résistais. Qui voudrait écouter une vieille femme comme moi parler de choses si lourdes. Mais Luke insiste. Je finis par céder. Nous enregistrâmes la première vidéo dans mon salon avec un éclairage improvisé de sa lampe. À ma surprise, la vidéo eut des milliers de vues en quelques jours. Des messages commencèrent à arriver de tous les coins. Des femmes remerciant de les faire se sentir moins seules. Des hommes disant qu'ils n'avaient jamais réalisé l'ampleur du problème. Des jeunes demandant comment ils pouvaient aider, comment ils pouvaient s'impliquer. Un message en particulier, mais marquois. Il venait d'une femme de 80 ans, d'une petite ville de Dordogne. Madame Girard, j'ai regardé votre vidéo, pleuré tout l'après-midi. Ce qui vous est arrivé m'est arrivé aussi il y a plus de 70 ans. Je ne l'ai jamais dit à personne, pas même à mon défunt mari. J'ai porté ce secret toute ma vie, pensant que la faute était la mienne. Maintenant, grâce à vous, je sais que j'étais pas seule. C'est trop tard pour moi. J'ai déjà vécu presque toute ma vie, mais même ainsi, je me sens plus légère, sachant que d'autres femmes ont réussi à parler, à avancer.
Ce message reste avec moi pendant des jours. Je pensais beaucoup à cette dame, au poids qu'elle avait porté en silence toute une vie. Combien seraient comme elle? Des milliers, peut être des millions dispersés à travers la France, le monde, des femmes qui n'ont jamais eu la chance de parler, d'être entendues, de savoir qu'elles n'étaient pas seules. C'est alors que la chaîne prit vraiment de l'ampleur avec l'aide de mes petits-enfants. Je commençais à enregistrer des vidéos régulièrement. Je parlais de mon histoire. Oui, mais aussi d'autres histoires que j'avais connues au fil des années à l'association, des histoires de douleur, mais aussi de dépassement, de force, de nouveaux départs. Et pour Michel, eh bien, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Après cette dernière lettre de l'hôpital, je présume qu'il est décédé comme il l'avait dit. Parfois, je me demande si c'est vraiment repenti, s'il a vraiment compris le mal qu'il avait fait. Mais la vérité, c'est que cela ne m'importe plus. Sa vie et sa conscience sont possibles et repentir. Tout cela lui appartient, pas à moi. Ma vie a suivi d'autres chemins, des chemins que j'ai moi-même choisis, que j'ai construits de mes propres mains, avec l'aide de ma mère d'abord, puis d'Antoine, des Miss Enfant, des femmes merveilleuses que j'ai rencontrées à l'association en 2023. Antoine nous a quittés une crise cardiaque soudaine pendant son sommeil. Ce fut triste, bien sûr, de perdre mon compagnon de tant de décennies, mais en même temps, il y avait une douceur dans ce départ paisible, sans souffrance. Il le méritait, cet homme bon qui ne m'a jamais jugé, qui m'a toujours soutenu, qui a cru en moi quand je doutais de moi-même. À l'enterrement, regardant le cercueil descendre en terre, je ne pus m'empêcher de penser à comment la vie nous emmène sur des chemins étranges. Si quelqu'un m'avait dit dans ces jours terribles de mon enfance qu'un jour j'aurais une famille comme celle-ci, un amour comme celui-ci, une fille significative. Ieniore siamo scro maintenant. En 2025, je continue avec la chaîne. J'ai plus de 6 abonnés. Imaginescha, une dame de 72 ans qui savait à peine allumer un ordinateur il y a quelques années. Maintenant, une influenceuse numérique, comme disent mes petits-enfants, Ryan. Mais je sais que ce ne sont pas mes rides, mes cheveux blancs qui attirent les gens. C'est la vérité dans les histoires que je raconte. C'est la force qui vient de la vulnérabilité. C'est savoir que, peu importe à quel point la nuit est sombre, elle finit toujours par faire jour. La justice que j'ai tant cherchée n'est pas venue sous la forme d'une punition exemplaire pour Michel. Elle est venue sous la forme des vies que j'ai réussi à aider à transformer, des lois que j'ai aidé à changer, des voix que j'ai aidé à libérer. Ma mère avait raison. À l'époque, quand elle disait qu'il y avait une meilleure façon de résoudre les choses que de laisser mon père saisir un fusil, aller après Michel, la vengeance se serait terminée là. Cette nuit-là, avec du sang, plus de douleur, la justice que nous avons construite, au contraire, continue de résonner, continue de croître, continue de transformer des vies. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout de cette histoire difficile, mes sincères remerciements, votre temps,
votre attention. Votre empathie signifie tout pour cette vieille dame qui fut autrefois une fille effrayée. Si vous vous êtes identifié à quelque chose que j'ai raconté, sachez que vous n'êtes pas seul, que votre voix compte, que votre histoire compte. Et si vous avez aimé cette histoire, même si elle est si douloureuse, laissez un petit cœur sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez juste sur ce bouton rouge en bas. Et si vous voulez partager d'où vous regardez, j'aimerais savoir dans les commentaires, cette vieille grand-mère est curieuse de savoir où mes histoires parviennent. Après tout, la sagesse ne vient pas des livres. Elle vient des cicatrices que la vie nous laisse. Et nous, les vieux, nous avons beaucoup de cicatrices, beaucoup d'histoires à raconter, certaines douces, certaines amères, mais toute partie de ce grand voyage que nous appelons la vie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné votre attention, merci de faire, entendre ma voix, une pause, un souffle